Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Bienvenue, chers membres, mesdames, messieurs. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre participation. Nous allons démarrer les conférences de l'Association des Lumières, intitulées les conférences des Lumières. On va débuter la première conférence qui s'intitulera l'évolution de notre mental. Celle-ci nous sera présentée par M. Anouari Aïch. On est honoré de l'avoir parmi nous et parmi vous également. Et on lui passe la parole pour cette excellente présentation. À vous, M. Aïch. Merci beaucoup, Monsieur Bassim. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette première présentation conférence de lumière qu'on va commencer avec un sujet intéressant qui nous intéresse tous dans ces moments difficiles que vit le monde entier et aussi que nous intéresse aussi dans notre façon de se développer, en général, dans les développements personnels. Et du coup, on a commencé par un sujet intéressant qui combine le mental, les émotions, les intelligences. On a intitulé l'évolution de notre mental. Et cette évolution-là, on a pensé à ce sujet-là parce qu'il est très intéressant à travers ce qu'on vit maintenant, à travers nos actions quotidiennes, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on est amené à se décider sur des actions. Et des fois, l'émotion régnante par rapport à ces actions-là est toujours, je serais désolé de le dire, mais c'est la peur et l'inquiétude. Et de ce sens-là, on s'est dit que c'est très important d'aborder un premier sujet de développement personnel en relation avec notre mental pour comprendre cette émotion et comprendre pourquoi il est important pour nous tous d'aborder ce sujet-là à travers des surcharges d'informations qui arrivent dans le monde entier et qui génère cette inquiétude, cette peur, cette énergie qui est une énergie mentale. On doit la contrôler pour qu'on puisse aller de l'avant par rapport à ce qu'on veut réaliser. Et c'est dans ce sens-là que je vais vous présenter un slide pour comprendre comment notre mental a évolué à travers le temps et comment cette émotion est devenue un frein par rapport à nos actions et non pas un moteur par rapport à nos actions quotidiennes et aussi à nos décisions. Et dans ce sens-là, c'est vrai que je vais essayer de vous présenter un slide qui enveloppe un petit peu toutes les périodes dans lesquelles notre mental s'est développé. Mais avant tout, je tiens à remercier les présents avec nous qui sont sur Zoom, qu'on va aborder par la suite avec les membres de l'Association des Lumières françaises, qui a pour objectif d'accompagner la jeunesse française dans leur objectif quotidien et aussi de travailler sur l'éducation, sur la créativité, sur l'innovation, sur l'invention. Et dans ce sens-là, on a organisé plein d'activités, que ce soit dans plusieurs villes en France. La première était à Paris, la deuxième était à Lille et d'autres étaient à Marseille. Par la suite, il y aura des événements à Nice et dans d'autres villes françaises. L'objectif suprême, c'est l'éducation. Et dans ce sens-là, on a commencé à travers la formation du mind mapping ou la carte mentale pour qu'on puisse avoir une réflexion créative à chaque moment dans notre vie. Et en liaison avec ce sujet-là ou avec cette formation de carte mentale, je vais vous présenter un slide qui est très intéressant. Et dans ce sens-là, je vais partager mon écran et le slide. J'espère que vous voyez un petit peu ce que vous... Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. Super. Alors, on va commencer par une timeline par rapport à ce qui se passe ou un enchaînement dans le temps par rapport à notre évolution et comprendre comment notre mental a évolué à travers le temps et comment on s'est adapté au fur et à mesure à travers des années. Il faut savoir que la première, la première évolution qui est arrivée il y a 10 000 ans, c'est l'évolution
agricole, c'est-à-dire, ou plutôt l'ère agricole, la période agricole, où on pensait à travers ce qui se passe dans nos terres. C'est-à-dire, il y a 10 000 ans, le sujet suprême était la terre. Comment je vais récolter la terre, comment je vais planter mes légumes, comment je vais défendre ma terre. Donc, toute l'éducation, que ce soit au niveau éducatif, c'est-à-dire l'enseignement, même au niveau de ce qui se passe dans le monde politique à l'époque, était centrée vers la terre. Donc, notre pensée, notre montagne, il pense comment je vais s'adapter à ma terre ou comment je vais m'adapter par rapport à mon terrain. Par la suite, bien évidemment, notre mental a évolué, ou plutôt a réévolué. Il y a eu une révolution par rapport à l'ère industrielle dans le XVIIIe siècle, à travers l'invention des machines et ce qui se passe avant et ce qui se passe après aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe avant, c'était tout ce qui est agricole est devenu à travers des processus industriels et dans ce sens-là, on a intégré la machine. Et quand je dis la machine, je dis on a construit des usines et du coup, tout notre système éducatif, que ce soit à l'école et même dans l'éducation, il est centré l'usine, il est centré dans un carré, il est centré à travers des processus, à travers des chaînements ou des enchaînements dans les cours, des enchaînements dans la maison, même notre façon de manger la nourriture, elle est industrialisée. Et pendant cette ère-là, on est sorti de l'ère agricole, c'est-à-dire la campagne ou la ville où la campagne et la ville étaient associées ou étaient un petit peu mélangées vers un mode centré vers la ville et du coup un mental centré vers la ville, vers le carré. Dans ce sens-là, on a construit les écoles avec tout ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire des carrés, on mettait des chaises et des bureaux comme en usine pour qu'on puisse enseigner les études industrielles. Et par la suite, prochaine période, c'est la période de l'information, dans les années 50. Et c'est là où c'est important pour nous de bien porter le point sur cette période-là, parce que, bien évidemment, dans la période de l'information, si on demande, par exemple, la plupart des gens aujourd'hui, quelle est l'ère dans laquelle on vit, tout le monde va dire qu'on vit dans l'ère de la technologie. Dans l'ère où il y a la technologie, il y a tout ce qui se passe maintenant. Mais il faut savoir que la technologie est l'organisation de l'information. Et d'ailleurs, d'où vient le mot informatique, c'est-à-dire industrialiser l'information. Et du coup, c'est dans cette ère-là, qui est l'information dans les années 50, tout notre mental est en train de vivre dans cette période, qui est l'ère de l'information. C'est comme on dit que maintenant, notre façon de réfléchir, elle revient aux années 50. C'est-à-dire avec toutes les informations qu'on a, avec les surcharges d'informations qu'on a, on n'arrive pas à travers notre montagne de bien catégoriser l'information qui est importante, qui n'est pas importante. Et cette surcharge d'informations va avoir un impact sur notre énergie mentale. Et qui dit énergie, dit une inquiétude. Parce que il faut savoir que la peur est un manque d'énergie. La peur est un manque d'énergie. Et dans une équation de programmation neurolinguistique et même dans le développement personnel, il faut savoir que tout résultat dans notre vie personnelle, tout résultat à travers ce qu'on se passe dans notre travail, dans nos études, est un reflet ou une addition d'un événement qu'on ne contrôle pas, plus une réaction. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction. Je répète, une réaction plus un événement est égal à un résultat. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect où on arrive à contrôler, l'aspect où on est impacté par rapport à l'ère de l'information, à la période de l'information, c'est la réaction. C'est-à-dire, on est passé d'une réaction agricole vis-à-vis de la terre à une réaction industrielle vers une réaction de l'information, une logique de l'information, un enchaînement d'informations que j'ai dans ma tête. Sauf que avec le surcharge qu'on vit même maintenant, parce qu'on vit toujours, pour certaines personnes, pour la plupart, pour 97 personnes, des personnes à travers, des gens à travers le monde, c'est-à-dire 97 personnes des 8 milliards, ils pensent toujours à travers la période de l'information. C'est-à-dire il y a beaucoup d'informations, ils n'arrivent pas à contrôler quelle est l'information qui va avoir un progrès et quelle est l'information qui va essayer de nous freiner.
Et de toute évidence, ce qui s'est passé pour la plupart des gens, il y a eu un surcharge d'informations à travers même notre façon d'éduquer. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet. On a développé cette inquiétude. On a développé cette peur, la peur de la responsabilité, parce qu'on a beaucoup d'informations, on ne sait pas, on n'arrive pas à choisir. La peur d'avancer, la peur de créer son propre investissement, par exemple, la peur d'évoluer. D'ailleurs, il y a beaucoup de phobies qui se sont développées à cette ère-là, qui est l'ère de l'information. Mon objectif, ce n'est pas d'évoquer un sujet par rapport à la peur, c'est un sujet immense au fait, toutes les notions de développement personnel, ils sont concentrés sur ce sujet-là de la peur, parce que qui dit l'évolution de la peur, c'est la confiance en soi. Éliminer la peur ou avoir une peur qui est motrice, c'est un nul stress ou annuler le stress quotidien et toujours dans la confiance en soi. Et qui dit confiance en soi dit progrès. Notre objectif par rapport à ces sujets-là, c'est de développer ou plutôt d'aller vers l'inquiétude à la peur, à la confiance en soi et dans ce sens-là, développer une réaction par rapport aux événements qui nous entourent. Comme je vous ai dit, l'équation du PNL, réaction, événement plus réaction donne un résultat. Ce qu'on compte entre nous, c'est le résultat. Et le résultat, ce n'est pas à travers le mental de l'information ou de la période de l'information. Après cette surcharge d'informations, on a développé ce qu'on appelle la période dans les années 90 de la connaissance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de livres, même maintenant, je vois des livres qui discutent toujours de l'âge de la connaissance ou l'âge doré de la connaissance, alors qu'on a je vous dis tout de suite, on a dépassé l'âge de la connaissance. Ça, c'est les années 90. Donc, on a enveloppé cette surcharge d'informations à travers des connaissances. Et d'ailleurs, comme vous savez, dans les années 50 et même avant, on avait cette notion de développement personnel qui s'est développée à fur et à mesure parce que pour aider les gens à surmonter ces freins journaliers qui arrivaient à chaque moment et qui mettaient dans une lueur et dans un tracas incroyable. Donc, on a développé cette surcharge d'informations à travers la théorie de la connaissance ou ce que j'appelle, moi, l'âge de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis comment dirais-je en anglais, les knowledge management, c'est-à-dire les gestionnaires de la connaissance dans beaucoup d'établissements au niveau mondial. Et d'ailleurs, quand je parle de ces périodes-là, c'est au niveau mondial, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Allemagne, ce n'est pas au Japon, en Afrique, en Asie, c'est partout dans le monde entier, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, dans le système français, on est basé toujours sur l'âge de l'information. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut voir, c'est vrai, certes, il y a des développements, il y a des évolutions, il y a des progrès, il y a un progrès dans ce sens, mais il reste beaucoup de choses à faire pour arriver, par exemple, je donne toujours de l'exemple au système finlandais. Il y avait beaucoup de notions parce qu'ils se sont basés sur la créativité et sur l'innovation pour sortir de cet âge de l'information et même de l'âge de la connaissance. Mais dans la fin des années 90, même dans les années 2000, ils ont dit qu'on a dépassé l'âge de la connaissance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se développer encore plus dans notre façon de réfléchir. Il y a toujours des blocages par rapport aux sciences dans lesquelles on vit, par rapport aux inventions dans lesquelles on vit. Toutes les inventions, aujourd'hui, même le téléphone tactile, les applications, tout ça, ce sont des organisations, c'est un résultat d'organisation ou des réactions par rapport à l'âge de l'information. Tout ce qu'on vit maintenant, même technologique, c'est l'âge de l'information. On est toujours, si j'ose dire, dans la connaissance, de développer des connaissances. Vous voyez, les diplômes, même il y a des titres pour chaque emploi. Avant, il y avait l'agriculteur, il y avait quelqu'un qui défend l'agriculture, il n'y avait pas d'enchaînement. Et d'ailleurs, même si on va dans un âge, c'est-à-dire on va dans une période, on va penser dans la partie agricole d'une façon industrielle. Dans la partie industrielle, on va penser à l'âge de l'information. Dans l'information, on va penser à l'âge de connaissance. On ne va pas se perdre à travers ce qui se passe dans les périodes de chaque période. Donc, quand on demande à toutes les personnes qui disent maintenant quel est l'âge dans lequel on vit, ils disent c'est la période de la technologie. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la période de la technologie. Ce n'est pas la période on a dépassé ces périodes-là pour avoir des solutions créatives à ce qui se passe maintenant dans notre mental, à ce qui se passe, à cette peur qui nous engendre de partout. Le premier, comment dirais-je, action pour évoluer, pour entamer un sujet, c'est la peur.
c'est notre mental, il a été programmé malheureusement dernièrement à travers, c'est-à-dire on s'inquiète en premier, après on engendre une action. Et ça, c'est très, très grave. Il s'agit des problèmes énormes dans la société. Donc, on a dépassé l'ère de l'information. Dans les années 2008, dans une conférence de la créativité et de la pensée, il y avait des sociologues, des psychologues en Singapour, ils ont dit qu'on a dépassé l'âge de la connaissance vers l'âge de l'intelligence. Eh bien, c'est quoi cette intelligence? Alors, on peut dire oui, on réfléchit d'une façon, il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Eh bien, il faut savoir que je parle de l'intelligence, il y a plusieurs traits là-dessus, c'est une continuité, c'est au mot pluriel, c'est des intelligences. Et cette intelligence-là, c'est pour moi une solution par rapport à notre mental qui est basé sur l'inquiétude. Je vais m'expliquer. J'ai dit au début que la peur, c'est un manque d'énergie. Un manque d'énergie mentale. Il y a l'énergie mentale, l'énergie spirituelle, l'énergie physique. Tous ces aspects-là engendrent des émotions. C'est-à-dire, si je bouge beaucoup, si je marche d'une façon plus directe comme ça, j'engendre des émotions. Si mon énergie spirituelle elle est à fond chaque jour, je sais pourquoi j'existe, je connais le pourquoi, je suis dans un aspect spirituel, je change mes émotions. Même l'énergie mentale, c'est-à-dire, si mon mental, j'arrive à me demander certaines questions, je change d'émotion. Mais si je change d'émotion, je change de réaction. Et si je change de réaction, je change de résultat. Et c'est là où je veux venir. C'est quelle est la solution pour avoir une énergie mentale, une énergie spirituelle, une énergie physique plus élevée pour que je puisse avoir cet impact dans ma vie personnelle et professionnelle, avoir une famille équilibrée, une vie prospère au niveau émotionnel. Et dans ce sens-là, il y avait plusieurs théories, ils sont en cours d'étude. C'est des dernières choses. Je vais vous dire une des théories. Pourquoi j'ai dit théorie? Parce qu'il y a toujours des recherches scientifiques là-dessus, il y a toujours des thèses de doctorat qui sont travaillées sur ces sujets-là. Vous avez certainement entendu des intelligences émotionnelles, des intelligences sociales qui sont plus, si j'ose dire, banalisées dans les livres et dans certaines conférences. Mais il y a plusieurs intelligences. Et donc, je viens à la théorie des intelligences motives d'Edward Gardner. Et c'est un professeur de Harvard qui a développé ces intelligences-là. Et dans ce sens-là, je vous dis la solution à avoir une énergie mentale et spirituelle, c'est d'avoir conscience. Je ne dis pas, parce que ça, c'est un sujet énorme qui va se développer, mais avoir la conscience que ces intelligences existent. Et d'avoir un plan d'action pour développer chaque intelligence, pour moi-même et pour mon entourage, ma famille, mes amis. Si je vais un petit peu tourner sur les différentes intelligences, je commence par l'intelligence naturaliste ou naturelle. C'est la façon de comprendre, vivre dans la nature. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment jardiner, qui aiment planter, qui aiment avoir des bacs de jardin, des légumes. C'est très important d'avoir une intelligence, comprendre la nature comment elle évolue. Parce que comprendre la nature comment elle évolue, c'est comprendre soi-même. Et cette intelligence naturaliste, elle doit se développer à fur et à mesure dans notre famille, dans notre école. Et d'ailleurs, là, dans les écoles françaises, je vois il y a des notions qu'on va étudier en dehors, on va étudier avec la nature. Ça fait partie de l'intelligence naturaliste. Et je félicite le système éducatif français d'avoir instauré cette solution-là. Mais il faut instaurer aussi au sein de la famille, au sein de nos amis, dans notre travail, dans le travail. Je sais, dans l'urbanisme, ils sont en train de dire, voilà, on va faire un urbanisme écologique, mais c'est plus vaste que ça. C'est vivre dans la nature, vivre chaque jour dans la nature. C'est un sujet qui englobe plusieurs choses. Je passe à l'intelligence arithmétique ou l'intelligence musicale. Si on comprend l'intelligence musicale, on comprend les rythmes. Mais si on comprend les rythmes, on comprend les rythmes de nos émotions parce que la musique et le son influencent sur nos émotions. Et quand je dis les sons, d'ailleurs, le Big Bang, c'est une symphonie. C'est-à-dire l'existence ou la création même de l'univers, c'est une symphonie. Comprendre cette symphonie à travers la musique, à travers
les instruments de musique, à travers un composé des rythmes. Cette intelligence musique, il faut que tous les enfants du monde apprennent à faire de la musique. Il faut même les grands qui n'ont pas eu la chance de faire de la musique, d'acheter un instrument, d'étudier ça dans des avec leur conservatoire ou même à travers YouTube. J'insiste cela parce que ça va clairement influencer sur les émotions négatives. Parce qu'il n'y a pas la peur engendre plusieurs émotions, c'est comment je dire, le chapeau des émotions négatives, mais il y a plusieurs d'autres émotions. C'est à travers les intelligences musicales et rythmiques qu'on essaie d'évacuer ces émotions négatives. Je passe à l'intelligence logico-mathématique. C'est une intelligence qui est développée dans le monde entier, c'est l'intelligence qui a été développée dans l'ère de l'information, de la connaissance. Mais le jeu mathématique, il est toujours perçu comme une source de stress, de pression, d'avoir une logique, les mathématiques, les hypothèses. Oh, il y a plusieurs tracas que je dois réfléchir, je dois mettre en évidence plusieurs équations, mais c'est quoi ça, logique? En fait, c'est notre façon de réagir à travers cette science qui est d'un immense plaisir, qui est les maths, par exemple, c'est notre façon de réagir qui influence sur cette intelligence. Et d'ailleurs, si on maîtrise cette intelligence, on maîtrise la logique et on maîtrise le fait de logifier, je ne sais pas si le verbe, c'est rendre logique ce qui est créatif. Ça s'appelle l'invention. Je passe à une autre intelligence qui est l'intelligence existentielle ou l'intelligence spirituelle. C'est de poser des questions où on vit, pourquoi on meurt. C'est hyper important, ça nous donne une énergie spirituelle immense et de répondre pourquoi on travaille, pourquoi on vit, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. C'est cette intelligence qui va nous rendre la vie, avoir un but et un sens. Et si on a un sens, on a une confiance. Et c'est ça la magie de l'intelligence spirituelle. Je dis juste, je déporte des petites présentations par rapport à chaque intelligence pour vous donner des solutions partout pour engendrer, pour vivre avec la période d'aujourd'hui ou avec l'ère de l'intelligence. Il y a l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire de comprendre l'autre. Pour comprendre la motivation de l'autre, c'est l'intelligence sociale. Et ressentir le feeling des autres. C'est ça, avoir de l'empathie, de la sympathie par rapport à l'autre. Je passe aussi à l'intelligence corporelle. C'est les arts martiaux, c'est le sport, c'est comprendre, c'est avoir une coordination entre notre mental et notre corps. C'est cette intelligence-là, elle doit être développée. C'est-à-dire, quand je dis ces intelligences, c'est un plan d'action. Dans une famille, par exemple, je suis père de famille, je sais très bien que je vais me développer, je vais faire des activités dans la nature, je vais faire des activités dans la musique, dans la logique des maths, dans l'existentiel, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Avoir ces sens-là de social avec mes enfants, avec mes amis. Je implore ces notions-là dans ma famille en tant que père de famille ou en tant que mère de famille ou en tant que responsable. J'instaure ces notions-là. Même la notion corporelle, je l'instaure dans la famille à travers la danse, à travers les arts martiaux, à travers le sport, à travers plusieurs notions. Je passe à l'intelligence linguistique, c'est-à-dire trouver la bonne expression à ce qu'on ressent. Et ça englobe tous les langages, parce que ça englobe aussi la culture. L'intelligence linguistique, c'est énorme. C'est au moins avoir 3 langues, sincèrement. Pourquoi on va avoir 3 langues? C'est avoir 3 cultures. Si on a 3 cultures, on a des fenêtres partout par rapport à un amas de solutions qui s'ouvrent par rapport à nos émotions. Par exemple, moi, je suis de culture, si j'ose dire, française aussi, d'origine marocaine, africaine, mais j'aime, par exemple, d'autres langues comme l'anglais, comme l'allemand, pour avoir la culture germanique, la culture anglophone, la culture hispanophone. C'est des amas de solutions que s'ouvrent pour moi et avoir ce réflexe, c'est l'intelligence linguistique qui va m'aider dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'essaie d'inculquer ces notions-là à travers ma famille et mes amis, bien évidemment. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est comprendre soi-même, comprendre ce qu'on ressent, comprendre ce qu'on veut. C'est l'intelligence émotionnelle. Quand vous voyez, quand je dis au début, les intelligences émotionnelles sont partout, mais c'est juste une intelligence parmi un amas d'intelligence. Et d'ailleurs, c'est comprendre nos enfants, comprendre nos frères, nos mères, nos sœurs, comprendre aussi comment je réfléchis pour aider l'autre, comment je ressens pour aider l'autre, c'est comprendre notre cœur. Et c'est à travers ces intelligences-là qui vont nous permettre
de mieux, comment dirais-je, de mieux cerner notre vie et de mieux comprendre comment je vis et comment je ressens. Et d'ailleurs, il y a une dernière intelligence, c'est l'intelligence spatiale, c'est de sortir de ce carré qui est à la maison, sortir et découvrir le monde, découvrir ce qui se passe dans le monde entier, l'Himalaya, l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Arabie, dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique, ce qui se passe, et visualiser le monde en 3D, avoir cette notion d'apprendre sur le voyage, voyager, comprenez ce qui se passe, voyager dans le temps à travers les monuments historiques, c'est l'intelligence spatiale, avoir une spatialité dans ma tête qui va m'aider dans ma vie personnelle, professionnelle. Et je donne un exemple par rapport à ça. Des fois, on visite même un lieu qui est proche de nous à 5 km, un lieu naturel et historique. Ça fait partie de l'intelligence spatiale, par exemple, chaque semaine dans ma famille. Voilà. Je dis un exemple d'intelligence multiple est une solution à travers l'âge qu'on vit, l'âge de l'information. Certes, ces slides ils sont présentés des fois dans la formation de MindMapping, mais je mets des mêmes slides dans mes formations de développement personnel et de PNL et d'autres aspects. Là, j'ai mis un aspect vraiment globaliste par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport et chaque intelligence va mettre un plan d'action à chacun de nous, à chacun de personnes, des membres de l'Association des Lumières françaises, à établir de plans d'action vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de notre travail, aussi de nos amis. Et bien évidemment, on va développer peut-être dans une autre occasion chaque intelligence, et aussi on va développer la notion du temps, de l'ère, de l'information, de l'intelligence, parce que ça englobe plusieurs autres choses. Et dans ce sens-là, j'estime toujours qu'il y a des questions à poser, il y a des réponses à avoir, mais toujours d'avoir en tête de faire et d'avoir une conscience, pas de faire attention, mais avoir une conscience par rapport à la réaction qu'on met aux événements qui nous entourent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements dans le monde entier, mais ce qui est important, c'est la réaction. Est-ce que je réagis en tant que dans la lutte, parce que la peur, il n'y a pas de solution. Il y a la lutte, il y a la fuite. Si je réagis dans la lutte, c'est de réagir avec une confiance en soi et développer des solutions à travers les intelligences. Si je réagis dans la fuite, c'est réagir à travers notre carré ou notre zone de confort et rester dans notre peur et notre inquiétude. Et ça va engendrer bien évidemment, malheureusement, de la frustration. Ce que je vous expose là, ce sont des solutions. Certes, dans 20, 15 minutes, ça ne va pas être des solutions palpables, c'est-à-dire claires, mais ce sont des portes qui vont nous inciter à lire, à développer nos connaissances, à développer nos questions. Et toujours se dire, si, par exemple, je suis sûr que je ne vais pas échouer, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, admettons que vous êtes sûr que vous n'allez pas échouer, que vous êtes sûr qu'on n'aurait pas à avoir peur, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Toujours poser cette question, qu'est-ce que vous allez faire si je suis sûr qu'il n'y aura pas d'inquiétude, je suis sûr de réussir, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est la question finale à poser dans sa vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup. Merci Sidi Anwar. Merci beaucoup, Monsieur Aïch, pour cette excellente présentation qui nous a éclairé sur cette ère de l'intelligence et surtout, ça nous a permis de comprendre pas mal de points et également évoluer et même comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous et essayer de développer nos connaissances et encore plus transmettre ces savoirs à notre premier cercle familial, personnel et à travers les membres également de Manara et de l'Association des Lumières françaises. Donc voilà, c'était vraiment très très enrichissant par rapport à ces diverses intelligences qui sont en fait qu'on soupçonnait pas en fait. Et c'est très enrichissant de se pencher sur chaque intelligence et essayer de s'imprégner de cette présentation.
J'invite les participants à lever la main, ceux qui veulent poser une question. Je rappelle qu'on va maintenant arrêter le live Facebook, comme ça Oui. pour laisser les questions-réponses en interne, c'est Zoom, et j'invite toutes les personnes qui veulent assister avec nous sur Zoom d'envoyer un petit mail sur Facebook ou même un petit message comme ça pour intégrer l'association des lumières françaises. Merci à vous et au revoir. Voilà, là on est en interne. تفضل سيدي باسم. Bienvenue, re-bienvenue à tout le monde. Donc, j'invite tous ceux qui étaient présents à déjà donner leur avis et s'il y a une question, ça serait Sidi Anwar sera preneur également. Je me permets, je vais poser la première question, comme ça je vais lancer le débat. Quelle est, d'après toi, Sidi Anwar, laquelle, si on doit se positionner aujourd'hui sur les intelligences et on aimerait vraiment commencer à s'imprégner et surtout essayer d'appliquer cette intelligence-là pour notre famille ou déjà pour nous-mêmes, laquelle nous conseillerez-vous de commencer? Par quoi on doit commencer en fait? C'est laquelle la plus importante et avec laquelle on doit commencer? C'est dans quelle chronologie, si on peut dire ça? Effectivement, c'est une très, très, très bonne question, en fait, par rapport à par quoi commencer. S'il y a plusieurs intelligences, par quoi commencer? Sincèrement, sur les intelligences, on peut commencer par toutes les intelligences où on peut instaurer des actions, c'est-à-dire des actions concrètes. On peut, par exemple, commencer par des intelligences arithmétiques, naturalistes, spirituelles. Mais chacun a ses priorités par rapport à ça. Mais pour moi, les trois, comment dirais-je, les points qui sont essentiels et qui vont nous permettre de générer d'autres actions par rapport à notre famille, parce que tu as souligné par rapport à cette notion de famille et cette notion aussi dans les aspects professionnels. Et l'intelligence, la plus importante, c'est comprendre soi-même. Et c'est là que je vais revenir à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ses émotions. Si on comprend nos émotions, on comprend nos réactions. Et si on comprend nos réactions, on maîtrise nos résultats. Et ça, certes, c'est une équation facile à dire, mais difficile à appliquer. Comprendre les émotions, c'est tout d'abord les cartographier. Quelles sont les émotions positives pour moi et quelles sont les émotions négatives pour moi? Les cartographier. Quand je dis les cartographier, faire un mind mapping par exemple et dire le nom de chaque émotion que tu ressens au moment où tu vis c'est-à-dire dans votre travail, dans vos familles. Et ces notions-là de l'intelligence émotionnelle vont nous permettre de bien comprendre ce qu'on ressent à chaque aspect et de peut-être changer les émotions qu'on ressent à chaque aspect. Quand je dis dans le travail, par exemple, dans le travail, je suis très stressé, par exemple. Quelqu'un qui est, à chaque fois qu'il commence une tâche, il est très stressé. Donc, il se demande quelle est l'émotion vraiment qui m'instaure, qui me génère ce stress-là. Un stress, il faut comprendre. C'est quoi le stress? C'est ça la recherche que je dois faire sur moi-même. C'est quoi le stress? Comment ça génère ce stress? Quand je vois juste le stress, c'est une peur qui est une peur établie dans le temps. C'est-à-dire que si je ne réalise pas telle tâche dans le temps, je génère une peur de ne pas réaliser. Mais pourquoi je génère cette peur de ne pas réaliser tel ou tel travail alors que j'ai pas d'une pression, comme ça je génère du stress. C'est ce questionnement que je vais me demander à chaque fois, à chaque moment, ce qu'on appelle l'intelligence multiple. Mais ce questionnement, il est venu à travers des livres, à travers les lectures, à travers plusieurs choses. C'est cette intelligence-là, il est très importante à développer. Et aussi l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est l'intelligence qui développe le business en quelque sorte, qui développe la relation, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mon entourage dans le travail.
c'est si vraiment je connais les personnes et je me développe dans les personnes à travers les sensations des personnes, je vais ressentir un progrès. Attention, c'est pas de me, c'est-à-dire de dire voilà, c'est-à-dire de me un petit, en quelque sorte de me voir dans l'autre, voilà ce qu'il a fait, mais plutôt de modéliser les succès de l'autre. Il y a une grande différence. De se comparer à chaque fois à l'autre, ça c'est très négatif. De se comparer à l'autre, ce qu'il a fait. Mais par contre, d'instaurer, de voir le succès de chacun et de modéliser le succès de chacun pour arriver à son propre succès, ça c'est une notion importante qui s'appelle la modélisation. Et j'invite des personnes à lire, à savoir c'est quoi la modélisation. Pourquoi on se modélise sur chaque personne, pourquoi on demande quelles sont les personnes à succès. Et là, ça va venir dans une quête à chercher les personnes à succès. Et je vais aller dans une quête plutôt, dans une quête à chercher dans les personnes à succès, et d'ailleurs de voyager, de rencontrer des gens, d'avoir cette intelligence spatiale, de voir ce qui se passe autour de moi, d'avoir une 3D de ma tête, de voir dans mon environnement, comme ça pour adapter à travers mon environnement, parce que l'environnement influe sur les événements, et les événements, ils se déclenchent tout seuls, et j'ai la main sur la réaction. C'est là qu'on voit l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Et la troisième, c'est l'intelligence existentielle. Ce n'est pas suffisant. Mais l'intelligence existentielle, c'est en relation avec votre spiritualité ou ta spiritualité avec soi-même. C'est-à-dire, je dis pourquoi j'existe. Je ne dis pas l'intelligence religieuse. Attention, c'est très... Je dis l'intelligence spirituelle, parce que chacun a sa spiritualité. Il y en a qui sont des musulmans, il y en a qui sont des chrétiens, il y en a qui sont des bouddhistes, il y en a qui sont des hindouistes. C'est-à-dire pas que quelle est la religion, la bonne religion entre tous, mais quelle est la bonne spiritualité entre tous. C'est ça qui est la bonne spiritualité qui va me décrire la raison de vivre, ma raison de vivre à moi. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de mes relations? Ce sens-là, il est demandé à travers la question que je me donne à chaque fois dans ma spiritualité. Ça peut être la méditation. Et d'ailleurs, chacun a sa méditation. Dans les prières, par exemple, pour les chrétiens, dans les prières pour les musulmans, ils méditent, ils méditent, ils méditent. Et ça crée une intelligence spirituelle. Et ça crée un sens à travers les valeurs humaines. C'est-à-dire que je crée une notion de valeur dans ma tête, dans ma vie courante. C'est à travers la spiritualité. Si j'ose dire, si je vais les classer, c'est à travers peut-être ces trois intelligences, mais comme j'ai dit au début, il n'y a pas un classement. Vous pouvez commencer par n'importe quelle intelligence parce qu'ils sont tout simplement liés entre eux. C'est une liaison sine qua non entre toutes les intelligences. Ils sont complémentaires. C'est pas du tout, il n'y a pas un classement. Ils sont tellement complémentaires. Et autre chose, il n'y a pas que notre intelligence. Il y a un multiple d'intelligences. Il y a d'autres intelligences qu'on n'a pas, que je n'ai pas évoquées, qu'on doit chercher. Il y a plusieurs théories dans ce sens-là. J'invite à lire de Gardner sur l'intelligence multiple. C'est un livre, un petit livre, et certes, il est académique, mais il est d'une incroyabilité. C'est-à-dire, il est incroyable en tant que livre. Il a des connaissances, des notions qui sont incroyables. Et vous avez deux choix dans ce sens-là, parce que quand je dis lire, vous allez dire, oh là là, je vais lire un livre, je vais faire des actions, je vais faire des choses. Est-ce que je vais mettre des actions? C'est cette action d'instaurer, d'entamer une intelligence, c'est là où il y a le frein. Mais vous avez deux choses par rapport à ça quand je dis la lutte et la fuite. Dans la lutte, il y a deux choses. Désolé, il y a deux termes qui sont très, très importants. Il y a la douleur et la souffrance. Il faut savoir ces deux-là, parce que on cherche, notre tête, il cherche du plaisir, mais des fois, le plaisir, il est freiné par rapport à notre zone de confort. C'est-à-dire, dès qu'on sort de notre zone de confort, on sent de la douleur. Mais quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? La douleur, il est pas maintenu dans le temps. Par contre, la souffrance, elle est vraiment à l'infini. Et quand je vais entamer une action qui sort de ma zone de confort, peut-être je vais ressentir de la douleur. Genre, je vais faire du sport pour être dans bonne santé. Je vais sentir de la douleur, mais ça va me procurer le plaisir à long terme. Et peut-être je vais me faire le plaisir, c'est-à-dire je vais manger, je vais me faire plaisir. Et cette action de rester dans sa zone de confort, de se faire plaisir, va engendrer la souffrance à long terme. Et c'est là où il y a les freins. Et ces deux freins, c'est quoi les notions qui les génèrent?
c'est l'émotion de la peur, de l'inquiétude. J'ai peur de sortir, j'ai peur de souffrir ou d'avoir la douleur. Cette peur de ne pas avoir un petit peu de douleur va vraiment nous freiner par rapport au plaisir qu'il va engendrer à long terme. Voilà, on résumé en quelque sorte par rapport à ta question, Bessie. Merci. Merci pour ces réponses. Sincèrement, c'est encore plus enrichissant, si on peut dire ça. C'est très enrichissant et surtout, ça nous aide vraiment à réfléchir et à se pencher là-dessus. Il y a Sidi Hicham, Monsieur Hicham, je passe la parole. Oui, salam alaikum, bonjour à tous. Merci beaucoup Anouar là, pour ta conférence et tout ce que tu as pu apporter. Bon, je suis dans l'enseignement, donc je suis directement un petit peu confronté un petit peu à tout ça. J'ai une question qui est plus de l'ordre pratique par rapport à ce qui nous attend un peu dans l'avenir. Bon, j'enseigne essentiellement au lycée, donc des adolescents de 14, 15, 16 ans, 17 ans, qui, eux, sont dans les émotions dues à l'âge, qui sont dans les émotions dues à tout ce qui peut être contexte lié aux apprentissages et tous les enjeux qui viennent à terme pour eux, pour le baccalauréat. Moi, ce que je vois, ce que je ressens de là où on est encore aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement, en tout cas dans le système éducatif français et puis un peu marocain aussi que je connais, c'est qu'on est beaucoup encore dans l'ère de l'information et surtout dans l'ère de la connaissance. On va leur inculquer énormément de savoir, tout en essayant d'essayer de développer quand même malgré tout des démarches de savoir-faire, de compétences, mais on est essentiellement sur une surcharge de connaissances. Et en contrepartie, on a face à nous une génération qui, elle, justement, comme le présentait Anouar, est déjà dans l'ère de l'intelligence, sans le savoir, sans en avoir forcément conscience, mais ces intelligences sociales déjà, parce qu'ils sont dans cette micro-société qui est l'école, qui est le lycée, qui est un apprentissage de la société à l'échelle que connaît l'adulte par la suite. Il est dans des intelligences émotionnelles, et puis chacun a ses propres intelligences, comme disait Anouar, certains arithmétiques, d'autres kinesthésiques, d'autres musicales, etc. Moi, ma question par rapport au monde professionnel dans lequel je suis, dans l'enseignement et dans tout ce que l'on voit, j'ai cette crainte où je ne sais pas comment va pouvoir se développer cette façon d'enseigner, plus liée sur toutes ces émotions naissantes, sur ces intelligences, parce que je ne le vois pas vraiment dans les cursus. On est plus par la suite, une fois qu'on a ces diplômes, dans du développement personnel, dans des formations individuelles ou des fois proposées par les sociétés, les entreprises, mais je trouve que ça arrive après coup. Si Anouar, comme vous êtes dans ce domaine-là, est-ce que ce sont des formations ou en tout cas des cours, des enseignements qui vont arriver dans le cadre de formation, quelle qu'elle soit, de médecin, d'avocat, de n'importe quel métier sur lequel on va se former. Moi, c'est un petit peu l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, surtout qu'en plus, moi, je suis dans cette pédagogie-là, dans cette didactique-là, d'aller vers les neurosciences de l'éducation. Et il y a un vrai frein dans tout ce qui est formatif au niveau des jeunes adultes ou des adolescents ou des jeunes adultes. Et je vois cet enseignement, cette connaissance, cette prise de conscience de l'ère de l'intelligence qui n'arrive que plus tard. Et j'aimerais savoir si elle pourrait arriver et si on a l'espoir qu'elle arrive un peu plus tôt. Merci Hicham, merci. D'ailleurs, pour cette question et aussi pour ton intervention, je sais que tu as beaucoup de notions à partager avec nous par rapport à la neuroscience et l'éducation. D'ailleurs, on a déjà parlé par rapport à ça et Hicham est expert Moi, je dis que je vois comme étant expert dans la donne et c'est très intéressant en fait, autant que comment il a abordé cette question-là des jeunes
dans le lycée, dans l'école en général, comment on va inculquer cette notion d'intelligence. Au fait, quand j'ai dit, c'est pas, le problème, c'est pas d'inculquer les connaissances, en fait, c'est primordial, les connaissances, ils sont là, on doit les avoir, mais comment les inculquer d'une façon intelligemment, c'est-à-dire comment inculquer intelligemment ces connaissances-là. C'est là où je vois, par exemple, la Finlande qui a évoqué pas mal qui a évoqué pas mal de solutions créatives par rapport à ce qu'on vit. Ça peut être des solutions simples, ça peut être des solutions plutôt, si j'ose dire, philosophiques, logicaux, c'est-à-dire ça demande une expérimentation pour arriver à un résultat. Mais le plus important, c'est d'avoir un vrai état émotif de toute la société qui va engendrer un certain engagement de la part des parents ou de la part de la société ou de la part de l'État. Cet engagement va créer des actions massives et stratégiques par rapport aux élèves, je m'explique, par rapport aux élèves et même aux enseignants. Et dans ce sens-là, il faudra des formations pour les enseignants, parce que pour sortir des méthodes d'apprentissage et des théories d'apprentissage qu'ils savent maintenant, et aussi les élèves pour les inculquer d'une façon plus intelligente, c'est avoir la main comment chaque enseignant va enseigner avec sa propre méthodologie, mais dans un cadre, toujours dans un cadre étatique. C'est pour ça que je dis un engagement à travers un état émotif global. Et on sait que les jeunes, ils ont l'énergie. Ils ont une énergie, les jeunes en général. Quand je dis les jeunes, c'est-à-dire, parce que pour moi, la théorie, à chaque fois qu'on augmente ou qu'on aille dans la connaissance et dans l'éducation, la créativité descend. Et quand je dis les jeunes, c'est-à-dire les enfants, les collégiens, les lycéens, ils ont cette intelligence mentale et corporelle. On doit leur faire confiance. Moi, je fais confiance dans les enseignements. Certes, il y a des adolescents qui sortent, qui font des choses, mais ils ont ce déclencheur, ce sens-là, que des fois, même les enseignants, ils n'ont pas. Et des fois, on trouve les enseignants qui sont dans leurs problèmes, je veux dire, courantes de la vie normale, comme chaque être humain qui a une trentaine ou la quarantaine d'expérience et qui a développé une certaine inquiétude par rapport à la vie. C'est normal, mais son savoir, il est inculqué dans sa façon d'apprentissage. Donc, les jeunes, ils ont cette déclencheur, ils ont cette énergie mentale et corporelle. Le rôle de l'école, c'est donner un sens à travers ce qu'ils vont étudier, c'est-à-dire donner un sens à travers les connaissances qu'ils vont inculquer. Je donne un exemple, par exemple, je suis un enseignant du mathématique, par exemple. Je sais que à mon âge, à ma période, à peu près 80% des jeunes qui étudiaient dans ma classe, par exemple, ils n'arrivaient pas à suivre un cours en mathématiques. Il n'y a que les 20%, les 10% qui arrivent à suivre un cours de mathématiques. Et tu trouves que des fois, toutes les notions de l'école, elle est basée sur ces cours-là. L'objectif suprême, c'est donner un sens, c'est-à-dire inculquer les intelligences multiples, c'est-à-dire existentielles, spatiales, arithmétiques, dans les mathématiques. Et dans ce sens-là, je sais que toi, tu connais les neurosciences et tout ça. Tu sais très bien que chacun il a une préférence par rapport à sa méthode d'apprentissage, mais chaque élève a sa façon d'apprendre. Je ne sais pas, je donne un exemple d'un lycéen qui aime le rap, contre la société, qui aime le rap, qui aime faire la fête, qui aime sortir, qui aime… Il n'a pas un problème dans l'énergie. L'énergie, elle est là. L'énergie mentale est là, mais il a un problème dans le sens. Si j'arrive à inculquer les mathématiques à travers la musique, à travers ce qu'il aime, c'est là où la société va gagner un pari qui est énorme. Et c'est là que je vais inculquer les valeurs que la société veut dans ses élèves. Ou même quand je dis la société, c'est même un père de famille, même c'est-à-dire un groupe, une commune, et dans tout ce sens. Et c'est là qu'on va conserver c'est-à-dire, on a un petit peu, pardon, on a déclenché, il y a ce déclencheur, mais on va conserver cette éducation par faire un sens intra des élèves, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, et un sens extra, c'est-à-dire l'intelligence sociale. Et ces valeurs-là, ils ne sont pas inculquées dans les écoles, malheureusement. On laisse les élèves c'est-à-dire se partager plusieurs sens d'une façon plus libre, mais sans, je ne veux pas dire sans règles, mais sans enseignement d'intelligence sociale.
Et dans la Finlande, là, par exemple, ils ont mis 3 professeurs qui étudient. Il y a un professeur qui dicte voilà, la connaissance et qui enseigne la connaissance. Il y en a 2 qui sont avec les élèves pour les inculquer l'intelligence sociale. Et c'est important. Et ces professeurs-là, ils vont engendrer aucune notion d'évaluation par rapport aux élèves. C'est-à-dire, s'ils voient même qu'il y a des choses qui sont contre l'école, ils ne vont pas le dire aux professeurs. Parce que leur rôle, ce n'est pas ça. Leur rôle, c'est l'intelligence sociale. Ils sont là en tant qu'élèves, mais élèves éveillés, élèves qui ont une certaine notion. Et c'est là qu'on va conserver, c'est la notion de conservation de ce qu'on a à travers les intelligences. Et bien évidemment, sur l'aspect extra, il y a les leviers extra, c'est-à-dire la famille. C'est là, je dis, un engagement. Il faudra aussi un engagement. Et inculquer, enseigner ces sciences aux familles. C'est-à-dire, là, on voit la famille. Il y a pas de formations, par exemple, sur la famille, comment élever, comment suivre un adolescent, comment suivre un jeune dans sa vie personnelle et professionnelle. Je ne dis pas la liberté, c'est hors de ça, mais je dis l'information, c'est-à-dire la connaissance, avoir une intelligence d'inculquer ses connaissances à cette famille. Je ne dis pas aussi d'inculquer ses connaissances à travers la formation, c'est-à-dire de les faire venir dans une classe, non. C'est d'inculquer ces notions à travers, d'une façon créative, à travers la télé, à travers les activités parascolaires, à travers les activités du week-end, dans le travail. C'est engendrer une certaine stratégie. C'est pour ça que j'ai dit au début des actions qui sont massives pour qu'on renforce ces intelligences, mais qui sont stratégiques. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question sociétale qui englobe la sociologie, la neuroscience, la psychologie. Et ces actions-là qui sont stratégiques, qui sont massives, et d'ailleurs, on est en train de développer ça, entre guillemets, dans l'association des Lumières françaises dans un autre cadre, ces actions massives et stratégiques dans la vie familiale, dans l'éducation, dans l'économie, dans les télés, qui vont engendrer ces actions-là, ces actions qui vont engendrer les intelligences multiples dans l'état émotif de chaque personne pour avoir un engagement social global. Et c'est une question qui sort de l'aspect de l'enseignant. Mais l'enseignant, moi je dis, son rôle, c'est avoir toujours donné du sens à ce qu'il va enseigner. C'est très important. Et le sens, il va le savoir à travers chaque élève. Chaque élève a sa façon de réfléchir. Il doit comprendre ses élèves, il doit comprendre l'état émotionnel de ses élèves, l'état social de ses élèves, avoir comment il évalue chaque notion qu'il va enseigner et donner de sens intra et extra. Et ça, c'est une longue histoire et je sais que toi, Hicham, tu as beaucoup de connaissances dans ce sujet-là. Et bien sûr, ces sens-là, ces actions-là, c'est à travers les intelligences multiples. Et l'aspect spirituel, il est très, très important. Je ne dis pas religieux, spirituel. Il y a une grande différence. Il est très important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai donné une réponse globale à travers beaucoup de notions. Et comme ça, pour répondre à ta question d'une façon plus précise. Non, mais merci beaucoup, Anouar. C'est vraiment un espoir, justement, d'entendre ça. Et puis, c'est un vrai travail, justement, que l'association fait et puis qu'on doit répandre autour de nous et témoigner autour de nous, par nos familles, nos enfants, et puis, effectivement, le cercle d'amis par la suite. Merci beaucoup, Anouar. Je vous en prie, Hicham. Plaisir. Merci Hicham pour cette excellente question qui nous a permis d'avoir les réponses et des éclaircissements de Anouar. Là, apparemment, il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, voilà. Disons que c'est la fin de la première conférence qui était très intéressante et enrichissante. Je tiens à remercier tous les participants qui ont consacré leur temps à cette formation. La deuxième conférence qui aura lieu, c'est ce qu'on avait mis en place, c'est vraiment une formation par quinzaine. C'est-à-dire tous les 15 jours, on aura une conférence des Lumières
Nous vous invitons à y participer et surtout à présenter un sujet. Et par la suite, il y aura des questions-réponses. Là, c'est la première conférence. Elle était vraiment très, très, très intéressante. Et ça nous a permis vraiment voilà, de voir, disons, notre monde différemment. La prochaine conférence qui aura lieu, normalement, ça sera le 29 novembre. Ça sera moi-même le conférencier. Et le sujet sera la défiscalisation. Comment payer moins d'impôts? Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence et vous souhaite une excellente soirée et au 29 novembre. Merci à vous tous. Au revoir.